laisse la parole à Raphaël Marama. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous remercie aussi d'avoir affronté la météo. J'avais peur que ça décourage tout le monde, mais non, vous êtes là, donc vaillamment. Je suis historienne de formation, et si j'en suis venue à m'intéresser à Émile Malle, c'est donc parce que mon mari, qui est présent, est l'arrière-petit-neveu d'Émile Malle. Et donc, quand la fille d'Émile Malle, Gilberte, est morte il y a à peu près 6 ans, elle a fait de mon mari, elle n'avait pas d'enfant et ils étaient très proches. Oui, j'avais demandé si vous m'entendez bien ou pas. Oui. Donc, quand la fille d'Émile Malle est morte, elle a fait de mon mari celui qui est chargé de faire vivre sa mémoire et son représentant légal. Et donc, elle nous a demandé de faire vivre la mémoire d'Émile Malle. À l'époque, je connaissais assez peu Émile Malle. Et du coup, je me suis plongée dans son œuvre. Et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai fait un mémoire que je tiens ici à la disposition de ceux qui le souhaitent, un mémoire de Master 2 sur le patriotisme dans l'œuvre d'Émile Malle à la Sorbonne, que j'ai présenté en 2011, et je continue ce travail en thèse, toujours, c'est mieux, je continue ce travail en thèse, et une thèse que j'avance lentement, comme il se doit, pour une thèse, et qui sera vraisemblablement une monographie d'Émile Malle en son temps. Voilà. Donc la conférence que je vous propose aujourd'hui, c'est une reprise avec des ajouts, des améliorations, etc., d'une intervention que j'ai faite à Commentry dans la ville natale d'Émile Malle, en janvier 2013, dans le cadre d'une exposition de la médiathèque La Pléiade qui était consacrée aux croyances et rites magiques et populaires du Bourbonnais. Donc Madame Laurent, que je remercie, qui vient de vous dire un petit mot sur la Société Bourbonnaise des études locales, m'avait demandé de revenir faire cette conférence. Et voilà, il nous a fallu 2 ans pour que ce projet se concrétise, donc je suis enfin devant vous et j'en suis très contente. Je ne vais pas revenir sur Émile Malle, sur sa personnalité. J'ai considéré que tout le monde savait à peu près qui il était, sinon ça aurait été trop long. Je ne reviendrai pas non plus sur son attachement au Bourbonnais. J'ai publié l'année dernière un article dans l'étude bourbonnaise où j'ai montré tout l'attachement que ce grand historien d'art avait pour sa province. Et il y a un autre article qui paraîtra prochainement sur tous les écrits d'Émile Malle consacrés au Bourbonnais. Dans ces écrits, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'aucun de ces écrits, aucun texte n'est consacré spécifiquement aux rites et croyances de ses compatriotes. Ils sont souvent évoqués ici et là par petites touches, souvent avec un peu de nostalgie, beaucoup de tendresse. Mais il a fallu attendre la publication des Souvenirs, presque 50 ans après la mort d'Émile Malle, pour mesurer tout l'intérêt qu'il portait aux traditions et aux coutumes de sa patrie d'origine. Alors, toutes ces traditions, soit il les a vécues directement, et il était l'un des derniers témoins directs, soit il en a été le dépositaire, parce que ses parents, ses grands-parents, etc., lui ont transmis tout cet héritage. Donc, ces souvenirs, ils sont parus en 2001, et ils ont été rédigés au coup par coup sur une période de 27 ans à peu près, à partir de 1916, Émile Malle avait déjà 54 ans. Ils n'étaient pas, vraisemblablement, ils n'étaient pas destinés à la publication, mais il avait écrit parce que sa femme, qui avait 18 ans de moins que lui, avait envie de connaître l'univers de son enfance. Et donc, s'ils ont été portés à la connaissance du public, c'est parce qu'un certain nombre d'admirateurs d'Émile Malle ont convaincu sa fille de les faire publier. Mais du coup, si on compile à la fois toutes les pages de ces souvenirs qui sont assez importantes et qui ressuscitent un peu tous les us et coutumes du temps, et puis les courts mais les fréquents extraits des textes écrits par Émile Malle sur l'Allier, il y a largement matière à nourrir notre propos aujourd'hui. Mais c'est un aspect de l'œuvre d'Émile Malle qui n'a jamais été étudié, puisque son œuvre elle porte essentiellement sur l'iconographie chrétienne, sur la science des images chrétiennes, sur l'art chrétien des origines du 5e siècle au 18e siècle.
Et donc voilà, personne ne s'est vraiment penché encore aujourd'hui sur cet aspect très spécifique de l'œuvre d'Émile Malle, ce qu'il a dit des coutumes et des légendes de sa région natale. Donc c'est inédit, voilà ce que vous entendez aujourd'hui. Alors je vais vous présenter le plan de ce que je vais dans l'intervention d'aujourd'hui. Donc je vais revenir d'abord sur pourquoi est-ce qu'Émile Malle s'est intéressé aux coutumes et aux légendes populaires. C'est un savant, c'est un scientifique, c'était pas une évidence, il a vécu essentiellement à Paris, à Rome. Voilà, donc qu'est-ce qu'il trouvait, quel intérêt il a trouvé à parler de toutes ces légendes et coutumes. Et puis ensuite, je vais évoquer tous ceux dont il parle dans ses ouvrages, soit qu'il en parle beaucoup ou qu'il l'évoque simplement. Et là, j'aurai trois parties, donc d'abord les rites religieux, païens ou chrétiens, puis les croyances magiques. Et si j'ai le temps, je vous dirai ce qu'il a dit autour de tous les pèlerinages et les croyances populaires autour des saints locaux. Voilà. Alors, d'abord, donc, je vais revenir sur son intérêt pour les coutumes. Pourquoi est-ce que cet historien d'art religieux s'est autant intéressé aux traditions de son pays? Je rappelle d'abord que la famille paternelle d'Émile Malle était enracinée dans le sud-ouest du Bourbonnais au moins depuis le XVIIe siècle. C'était une famille de paysans et ensuite de mineurs. Et puis sa famille paternelle depuis plusieurs générations. Il a quitté le Bourbonnais quand il avait 2 ans pour suivre son père, qui était ingénieur des mines, à qui on a proposé un poste à Montieu, dans la banlieue de Saint-Étienne. Mais il y est revenu chaque année en vacances, à Commentry d'abord, pendant 65 ans, jusqu'à la mort de sa mère. Et ensuite, à partir de 1929, à Bellenave, donc à 35 km de Commentry à peu près, dans la famille de sa femme, qui était elle aussi du pays. Et pendant les 5 années de la Deuxième Guerre mondiale, il a résidé par intermittence à Bellenave, avec des échappées à Saint-Pourçain où il avait loué un appartement, et puis à Vichy, où de temps en temps, où il logeait dans une chambre d'hôtel avec sa femme. Donc il est quand même venu toutes les années de sa vie en Bourbonnais, jusqu'à ce que les contraintes de l'âge, puisqu'il est mort en 1954, à 92 ans, lui fassent renoncer à ses séjours en Bourbonnais. Et si Émile Malle a toujours été très fidèle au Bourbonnais, c'est parce qu'il croit, c'est un homme qui croit, c'est une idée qui revient très souvent sous sa plume, à l'importance de l'enracinement, au fait que être de quelque part, ça a du sens. Donc pour lui, il se rattache vraiment à une lignée, à une terre, à la terre de France, la grande patrie, et puis à une petite patrie, la terre de sa famille, en l'occurrence le Bourbonnais. Pour lui, le fait qu'on connaisse l'histoire de France, que chaque enfant de France connaisse son histoire, c'est naturel. Mais il va plus loin et il exhorte ses étudiants, puisqu'il a été professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne pendant une vingtaine d'années. La chaire d'histoire de l'art chrétien avait été créée pour lui à la Sorbonne. Il exhortait ses étudiants à connaître et à s'approprier leurs racines. Et là où il a été un précurseur, c'est qu'il leur disait ne faites pas une histoire qui soit uniquement une histoire des grandes familles ou des événements politiques, mais aussi l'histoire du peuple et de ses coutumes. Donc dans son discours pour le centenaire d'Achille Allier, un discours qui date de 1936, Émile Malle a souligné le fait que cette figure majeure de l'érudition locale, vous avez, je l'ai vu en montrant là, tous les ouvrages qui sont mis sous vitrine là, il insiste sur le fait que ça a été un précurseur parce qu'avant lui, les histoires écrites sur les provinces de France, notamment par les bénédictins de Saint-Maur, étaient des histoires rébarbatives, je cite Émile Malle, où manque la vie, alors qu'Achille Allier, qui lui était plutôt dans la mouvance romantique, a donné toute sa place aux paysans. Voilà ce que dit Émile Malle à ce propos. Dans sa pensée, dans la pensée d'Achille Allier, l'ancien Bourbonnais ne devait pas être seulement une chronique des sires et des ducs de Bourbon, mais un vaste tableau où la province tout entière revivrait avec ses paysages, ses monuments, ses habitants. On y verrait le paysan vêtu de son costume des jours de fête, on y entendrait raconter ses légendes, chanter ses chansons. Le Bourbonnais ne serait plus une abstraction, mais une réalité vivante. Et il explique dans ce discours sur Achille Allier qu'Achille Allier a parcouru la province en s'entretenant sur la route avec une jeune paysanne ou un vieux mendiant se pénétrant de son pays. Et c'est vrai que cet historien, ce grand historien de l'Allier, de Montluçon, a été le premier à s'intéresser aux traditions populaires de l'Allier, comme en témoignent ses esquisses bourbonnaises qui ont été mises là sur les tables derrière.
mais il est mort avant d'avoir pu rédiger le chapitre sur les traditions bourbonnaises dans son œuvre majeure. Donc ce sont ses continuateurs qui l'ont fait dans le voyage pittoresque, avec un état des lieux du folklore bourbonnais. C'est un état des lieux qui est très précieux, mais qui se focalise essentiellement, comme dans toute la tradition romantique, sur les traditions immatérielles et pas du tout sur les outils, les techniques, l'habitat, le paysage, etc. Peu nous importe, parce que de toute façon, aujourd'hui, pour notre étude, ce sont justement ces traditions immatérielles qui nous occupent. Émile Malle est, on peut dire, un peu sur la même longueur d'onde qu'Achille Allier, puisque lui, dans tous ses ouvrages, il démontre que l'art religieux, cet art qu'il a étudié du 5e au 18e siècle, est à la fois un art théologique qui reflète la pensée de l'Église et la pensée du clergé, mais aussi un art qui s'inspire du climat culturel propre à chaque époque, c'est-à-dire des livres, à partir du Moyen Livre, des livres renommés, mais aussi des légendes, du théâtre, des dévotions, des pèlerinages, des us et coutumes, etc. Et pour Émile Malle, il montre d'après lui, il considère que l'Église a eu la sagesse de ne pas s'opposer à ce que l'art intègre à côté de toutes les vérités de foi, des faits historiques qu'on peut démontrer, etc. Il dit que l'Église a eu la sagesse sinon d'encourager, en tout cas de ne pas s'opposer à ce que l'art intègre aussi toutes les traditions apocryphes et un certain nombre de légendes populaires aussi fantaisistes ou saugrenues qu'elles aient pu être. Alors, Émile Malle, qui est connu pour un très savant, très précis, extrêmement cultivé, etc., ne regarde pas du tout ces légendes avec déférence, comme certains universitaires, mais avec un grand respect. Alors pourquoi? Parce que d'abord, c'est un homme qui est d'une grande sensibilité et que ces récits, toutes ces légendes, tous ces récits populaires le touchent par leur poésie. C'est une idée qui revient assez souvent sous sa plume. Par exemple, dans les souvenirs, après avoir dépeint un certain nombre de coutumes du Bourbonnais, de coutumes de son enfance, et puis aussi de la région de Saint-Étienne où il a fait donc toute sa scolarité, il écrit « Tous ces usages que je ne savais pas si anciens me plaisaient par leur fantaisie et par ce résidu de poésie que j'y sentais confusément. » Et puis, quand il analyse l'art de la fin du Moyen-Âge, et qui décrit l'apparition du thème des trois morts et des trois vifs, ce sont toutes ces peintures où on voit trois squelettes qui rencontrent trois vivants, un thème qui est très célèbre dans la littérature à partir du XIIIe siècle. Il suppose que ce thème a une origine populaire, et là, voilà ce qu'il écrit: toute la poésie des contes divers est ici condensée. Voilà, donc il aime déjà ces légendes pour tout ce qu'elles peuvent porter, voilà, de recéler de poésie. C'est même assez curieux de voir cet historien qui est très, très scrupuleux, très rigoureux dans l'exercice de son métier d'historien. Il se désole de ce que l'esprit critique l'ait emporté dans l'Église après le Concile de Trente, au détriment, je cite, des légendes qui avaient enchanté les âmes pendant des siècles, et de ce grand courant de poésie qui venait de si loin et qui avait traversé tout le Moyen-Âge. Il explique en effet, dans le dernier volume de sa quadrilogie, les 4 grands livres d'Émile Malle, ce sont des livres sur l'art religieux en France du XIIe siècle, puis l'art religieux du XIIIe siècle, qui est son ouvrage le plus connu, qui est paru en livre de poche. Ensuite, l'art de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e, et pour terminer, l'art de la contre-réforme, donc 16e, 18e. Et donc lui, dans ses ouvrages, il dit qu'à partir du XVIe siècle, l'Église a tenu compte des critiques assez virulentes des protestants envers l'iconographie catholique, parce que les protestants étaient très attachés à toute la véracité historique, et que dans l'iconographie catholique, il y avait beaucoup de fables, justement, beaucoup de légendes, et à partir de là, l'Église a tenu compte de ces remarques, et elle s'est montrée beaucoup plus tatillonne sur l'exactitude des faits représentés, notamment dans la vie des saints. Et ça, Émile Malle, il le regrette beaucoup. Il trouve que l'iconographie s'en est trouvée très appauvrie. Voilà, donc il aime ces légendes pour toute leur poésie. Il les aime aussi parce qu'il dit qu'elles sont porteuses de sens. Alors, voilà ce qu'il écrit par exemple à propos de tous les traits imaginaires dans la vie de saint Patrocle. Émile Malle a écrit un article sur ce grand saint bourbonnais, saint Patrocle. Et voilà ce qu'il écrit. Ces légendes sont touchantes et en un sens profonde. L'âme populaire qui les créa y laisse entrevoir sa tendresse et son obscur pressentiment des mystères de la nature. Voilà. Pour lui, il dit que
assez souvent que sous un abord parfois complètement saugrenu, insensé, etc., eh bien, ces légendes, elles reflètent une sagesse certaine. Il écrit par exemple, quand il fait revivre les longues veillées d'hiver, dans les souvenirs, dans lesquels, écrit-il, les anciennes générations transmettaient aux nouvelles le rameau d'or de la tradition. C'est une belle expression, le rameau d'or de la tradition. Voilà ce qu'il écrit. Tel était le petit monde où nos ancêtres avaient vécu pendant des siècles. Il faudrait ajouter encore 1000 traits, dictons, proverbes, chansons, légendes sur les étoiles, les plantes et les bêtes, toute la sagesse populaire de la vieille France, qui jusque vers 1880 resta immuable. Lui, il était en 1860. Il avait encore à peu près une vingtaine d'années, quand ces traditions, ces légendes, etc., étaient encore en vigueur, si on peut dire. Donc voilà, donc il manifeste vraiment un grand intérêt pour ces légendes, d'abord parce qu'elles l'enchantent, voilà, qu'il est trop belle, qu'il est trop... Ensuite parce qu'elles véhiculent un sens caché, une sagesse immémoriale, voilà. Mais aussi parce que, c'est la troisième raison, parce qu'à ses yeux, toutes ces légendes ont été extrêmement fécondes en matière d'iconographie, beaucoup plus que les faits historiques véritables. Les artistes, pour lui, se sont essentiellement inspirés de légendes, de traditions, de coutumes, etc. Et alors, d'abord les artistes chrétiens, parce que lui, il écrit essentiellement sur l'art chrétien, voilà ce qu'il écrit. Ces légendes ont fait naître une foule d'œuvres d'art, dont quelques-unes sont fort belles. La beauté est si persuasive qu'on a cru presque jusqu'à notre temps à la vérité de ces fables. Et puis, c'est une idée aussi dont il dit qu'elle est valable pour les artistes dans leur ensemble. Je cite, « Dans le royaume de l'art, la légende a été souvent plus créatrice que l'histoire. Souvenons-nous que ce sont uniquement des légendes qui ont fait naître les chefs-d'œuvre de l'art grec. » Voilà. Donc on voit que son intérêt n'est pas du tout le même que ceux qui ont commencé et ceux à qui l'on doit d'avoir recueilli tout ce trésor des traditions, qui sont les folkloristes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, voilà, je suppose que oui, si vous êtes là aujourd'hui, tous ces folkloristes. Donc c'est apparu, ce courant folkloriste est apparu en France à la fin du 19e siècle, dans le sillage de personnalités comme Paul Sébillot, qui a écrit le folklore de France. Le folklore de France, c'est 1904-1907. Et si les folkloristes se sont intéressés à ces traditions, c'est parce qu'on était en pleine phase d'industrialisation et que donc la première génération de folkloristes, en tout cas, a voulu recueillir un héritage qui était en train de disparaître. Et parce que le monde rural était en pleine mutation. Donc, ce sont les folkloristes qui ont entrepris un gros travail d'investigation, de collecte de littérature orale, d'inventaire d'objets, qui ont créé les premiers musées d'ethnographie. Le musée du Trocadéro date de 1878. Il y a des ouvrages qui sont nés, des revues qui ont proliféré, etc. Et en Bourbonnais, le représentant de cette première génération de folkloristes, c'est Francis Perrault, dont l'ouvrage a été mis aussi sur les tables derrière. Francis Perrault, qui est mort en 1918, c'était un autodidacte amateur d'archéologie. Il a écrit un folklore bourbonnais qui a été le fruit de 50 années de recherche, folklore qui date de 1908. Et c'est le représentant de cette première génération de folkloristes. Mais comme eux, il est un peu victime des modes de son temps, on va dire. Donc d'abord une mode un peu qui s'intéresse beaucoup au druidisme, au mégalithisme, etc. Donc il traque un peu partout des survivances gauloises avec plus ou moins de véracité historique. Et il voit des symboles païens un peu partout et il voit aussi beaucoup d'orientalisme. Donc il a un prisme très oriental, parce qu'on est en plein dans la vogue de l'orientalisme, donc il voit dans les coutumes locales des ressemblances avec des modes de vie de l'Orient, etc. Et ça a été démontré depuis que c'était totalement fantaisiste. Mais c'est quand même, malgré toutes ces réserves, c'est l'ouvrage en bourbonnais de Francis Perrault, cet ouvrage de 1908, qui a été le premier à dépeindre tous les rites liés aux âges de la vie, l'accouchement, l'allaitement, le mariage, la mort, le baptême, etc. Et puis aussi les costumes, les objets domestiques, voilà. Alors, est-ce qu'Émile Malle a connu ce folklore bourbonnais? On peut le supposer, mais on n'a pas de preuves concrètes. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est intéressé à la naissance de ce mouvement folkloriste. Il a visité, il écrit dans une lettre à un ami, un de ses amis d'enfance, Joseph Tex, il a visité
la salle consacrée aux costumes des provinces de France au musée du Trocadéro en 1891. Il a visité, écrit-il, avec religion. Et en même temps, il a quand même gardé une certaine distance avec ses historiens du terroir, puisqu'il les étudie à l'école normale supérieure. Et il écrit dans ses souvenirs, ces fameux travaux des folkloristes me parurent fort peu convaincants. Il porte le même intérêt à tout ce qui est folklore, mais il n'y a pas tout à fait le même état d'esprit. Alors on peut penser qu'il s'est plus reconnu dans la seconde génération de folkloristes, celle de la première partie du XXe siècle, qui a entrepris de fonder le folklore comme une science. Donc là, évidemment, Émile Malle, sans doute, s'y reconnaissait davantage. Le grand nom de cette seconde génération, c'est Arnold van Gennep, qui a écrit un imposant manuel du folklore français contemporain, en 10 tomes, inachevés, entre 1937 et 1958. Et le représentant de ce courant en Bourbonnais, c'est Camille Gagnon. Les ouvrages, les 4 tomes de ces ouvrages sont derrière et sont empruntables, m'a-t-on dit, si ça vous intéresse de les lire. Et là, il est certain que Émile Malle a vu Camille Gagnon, puisqu'il l'a même rencontré et qu'il lui a accordé un entretien, alors qu'il était très discret, Émile Malle, et qu'il refusait la majorité des interviews ou des entretiens qu'on lui demandait. Il lui a accordé un entretien long et très intéressant dans le courrier de l'Allier en 1924. Et puis, bon, par ailleurs, ils ont un peu correspondu, ils ont arpenté le Bourbonnais ensemble. Donc, il est très probable qu'Émile Malle a lu au moins, enfin, forcé uniquement, puisque les 2 derniers tomes sont parus après la mort d'Émile Malle, mais les ouvrages de 1947 et 1949 de Camille Gagnon sur le folklore bourbonnais. Et c'est des ouvrages, pour le coup, qui laissent plus cours à des interprétations hasardeuses. Il a certainement aussi, Émile Malle, vu d'un très bon œil la création du musée de Bourbon-l'Archambault, qui a été créé par Augustin Bernard, qui était un académicien et qui était un grand ami d'Émile Malle, auquel il a correspondu, et qu'il voyait quand il venait en Bourbonnais, un musée où il y a des outils agricoles, artisanaux, un mobilier, etc., le mobilier bourbonnais. Premier musée dans le Bourbonnais à s'intéresser à toutes ces questions. Elle a été créée en 1937. Et juste avant, 2 ans avant l'ouverture du musée du folklore à Moulins, à l'initiative entre autres de la Société d'émulation du Bourbonnais. Donc voilà, Émile Malle a sans doute vu d'un très bon œil l'évolution de tout ce mouvement folkloriste qui au départ était un peu un passe-temps d'érudits conservateurs et puis qui a acquis petit à petit ses lettres de noblesse au sein de la discipline beaucoup plus vaste et scientifique de l'ethnographie. Et c'est pas exagéré de dire qu'Émile Malle a apporté en Bourbonnais sa pierre à l'édifice parce que grâce à ses souvenirs, on a pu localiser plus précisément un certain nombre de rites et coutumes, les dater, les localiser plus précisément, parce qu'il apporte quelques informations inédites. Voilà, donc tout cet univers merveilleux des légendes, des croyances populaires, etc., a vraiment trouvé un défenseur dans la personne d'Émile Malle. Et donc, alors évidemment, comme son œuvre est consacrée à l'iconographie chrétienne, il y a énormément de pages, de récits qui relatent toutes les superstitions, toutes les affabulations, etc. autour des vies de saints. Et donc, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, plusieurs descriptions, plusieurs allusions aux rites et coutumes du Bourbonnais. Ce qu'il dit d'abord sur le Bourbonnais, le constat qu'il fait, c'est que c'est une terre, selon lui, qui est particulièrement propice au merveilleux. Parce que, où les traditions perdurent plus qu'ailleurs. Voilà ce qu'il écrit dans son discours pour le centenaire d'Achille Allier. Il parle des paysans bourbonnais et il dit qu'il y a chez ces paysans un attachement au passé, une fidélité aux traditions, une immobilité grandiose. Et lui, il en donne 2 raisons. D'abord, l'isolement. Les idées nouvelles, je cite Émile Malle, les idées nouvelles ne pouvaient arriver jusqu'à lui, jusqu'aux paysans bourbonnais. Pendant les longs mois d'hiver, il vivait presque séparé du monde, les chemins défoncés étant impraticables. Et puis, ne le prenez pas mal si vous êtes bourbonnais, le défaut d'instruction. Voilà c'est une des autres causes qu'il invoque, mais son ignorance l'isolait encore davantage. Presque personne alors ne savait lire, et pendant longtemps, le Bourbonnais resta une des provinces où les illettrés étaient les plus nombreux. Je ne veux pas faire de polémique. J'ai entendu en venant sur France Info qu'il y avait un ministre qui avait parlé d'illettrés. Ça avait été une polémique, donc loin de moi cette idée.
Donc il raconte qu'il a en mémoire une carte de France qu'il a vue dans son enfance où l'Allier et la Bretagne arrivent en tête des régions les plus défavorisées en matière d'instruction. C'est pourquoi, mais vous voyez, il ne le dit pas du tout avec condescendance, c'est pourquoi le paysan, ce représentant de notre vieille race, s'y conservait dans sa pureté. Ses superstitions se perdaient dans la nuit du passé. Les apôtres de la Gaule chrétienne n'avaient pu exorciser ces fées, ces follets, ces meneurs de nuages. Voilà. Donc voilà pour vous resituer un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'Émile Malle voilà, aimait ces légendes, pourquoi est-ce qu'il en a parlé, voilà, qu'est-ce qu'il en a dit. Alors concrètement maintenant, quels us et quelles coutumes Émile Malle évoque-t-il? Alors d'abord, il y a donc les rites religieux païens ou chrétiens. Les rites païens, il n'en évoque qu'un seul. Il se souvient d'abord je le cite, un vieux rite religieux venant du fond des âges, la lustration. La lustration, c'est un rite de purification qu'accomplissait son grand-père maternel. Son grand-père maternel qui s'appelle Monsieur Allot. Je le cite, il était l'héritier d'antiques traditions. Ma mère se souvenait de l'avoir vu en mars, le jour des brandons. Les brandons, c'est une torche de paille de tortiller. Oui, je pense que vous savez ça à peu près. C'est encore des fêtes des brandons aujourd'hui. Donc, ma mère se souvenait de l'avoir vu en mars, le jour des brandons, promener autour de ses arbres fruitiers une torche de paille enflammée. Comme le pater familias antique, il purifiait ses arbres par le feu. Ainsi, ce grand fleuve de croyances millénaires a roulé son dernier flot jusqu'à moi. Ce n'était qu'un geste atavique, instinctif, car il était sincèrement chrétien, il pratiquait avec exactitude. Voilà, donc ça c'est le seul rite païen qu'Émile Malle évoque, la lustration. Et pour les rites chrétiens, alors là il y a plus de choses sur lesquelles il revient au fil des fins. Alors d'abord, à plusieurs reprises, à 3 reprises, il revient sur ce rite sur cette coutume assez curieuse de l'adjudication, qui était encore vivace à l'époque de son grand-père, au moment de la fête patronale dans les églises. Alors, c'est dans les souvenirs qu'il explique ça, entre autres. On vendait aux enchères la statue du saint. Mon grand-père avait vu souvent le curé du Petit-Bourg, donc ça c'est à Commentry, le curé du Petit-Bourg proposait devant la porte de l'église Saint-Martial au plus offrant. On criait à 20 francs, à 50 francs, à 100 francs. Le vainqueur, ou comme on disait le roi de l'enchère, avait le privilège d'emporter chez lui la statue du saint et de l'y garder pendant une journée. Le bonheur devait y entrer avec lui. Voilà. Ça, j'imagine que vous connaissez un peu tout ça. Voilà, donc cette coutume de l'adjudication qu'il évoque. Ensuite, pardon, vous avez connu ça peut-être vous? Non, Ensuite, il rappelle avec une certaine nostalgie dans 2 de ses textes la coutume de la bénédiction des grains de blé, à laquelle il a assisté plusieurs fois dans sa jeunesse à l'église de Tronget. Tronget, c'est dans le Bocage Sud, l'église de Tronget était la paroisse d'une des branches de sa famille maternelle. Voilà ce qu'il dit. Le paysan bourbonnais était religieux. On voyait dans les églises de village, à la fin de septembre, les paysans à genoux devant l'autel présenter leurs mains pleines du grain qu'ils allaient semer au prêtre qui les bénissait. Alors c'est une coutume qui semble-t-il, n'a pas persisté au-delà du XXe siècle. Et Malle le regrette beaucoup, puisque quand il y fait référence dans ses souvenirs, voilà ce qu'il conclut. Vers 1880, le vieux paysan de France, ce magnifique exemplaire de notre race, façonné par des siècles de christianisme, existait encore. C'est à cette époque que l'école laïque commença à miner ce roc qui avait traversé les âges et qui semblait indestructible. Émile Malle a une position un peu paradoxale vis-à-vis de l'école laïque, parce que c'est cette école laïque qui lui a permis, toute son ascension sociale, puisque c'est un fils de paysan et de mineur. Et en même temps, pour lui, voilà, elle a un peu balayé toutes ces coutumes, toutes ces légendes, et donc il est dans une position un peu, un peu paradoxale vis-à-vis de cette époque. Et d'une manière générale, dans ses écrits, et surtout dans les souvenirs, on voit que Émile Malle, qui à la fois est un très grand connaisseur évidemment de la religion catholique, de son histoire, de ses dogmes, lui-même croyant,
pratiquant, respectueux de l'autorité pontificale, on voit qu'en même temps, il fait vraiment sienne toute cette foi populaire enracinée dans les mœurs, qui rythmait la vie des hommes, qui était celle de sa famille, voilà. Et donc c'est toujours avec une pointe de regret qui retrace toutes les habitudes du passé. Alors il raconte par exemple, toujours dans ses rites chrétiens, il évoque dans plusieurs de ses textes les veillées de Noël avec la chandelle bariolée de plusieurs couleurs, souvent rouge et bleu, qu'on achetait dans les épiceries la veille de Noël et puis qu'on allumait durant le repas du lendemain. Alors, voilà ce qu'il en dit dans une revue dont il a écrit pour laquelle il a écrit un article au Bonichon. À Noël, les paysans ne manquaient pas d'aller à la messe de minuit, à l'église souvent fort éloignée, et au passage difficile du chemin, ils allumaient des torches de paille. Pendant ce temps, une vieille grand-mère restée à la maison faisait tourner la dinde attachée à une corde devant la braise. On se mettait à table au retour et on commençait par faire le signe de la croix avec un petit cierge béni qu'on se passait de main en main. C'était le plus jeune qui devait se signer le premier. Alors, il fait aussi, il retrace, il évoque aussi toute cette veillée dans les souvenirs, sauf qu'il parle du bois et non pas d'une dinde, et qu'il précise que ce petit cierge était décoré de fleurs peintes. Ce qu'il ne dit pas par contre, c'est que ce cierge, en tout cas ce qu'il en restait après qu'il a roulé tout le repas, était ensuite utilisé pour écarter le tonnerre. On rangeait dans les armoires, mais quand on ressortait, pour écarter le tonnerre. Alors, une autre coutume qu'Émile Malle évoque, même s'il ne fait que l'évoquer en passant, et qui semble lui plaire, c'est la coutume qui invoque Saint Georges pour les récoltes de la vigne. Voilà ce qu'on peut lire dans l'art religieux de la fin du Moyen-Âge. Les saints sont associés dans cette vieille France rustique à l'odeur des vergers. Ils n'en sont que plus puissants sur le cœur de l'homme. En Bourbonnais, quand la floraison était proche, on promenait autour des vignes la statue équestre de Saint-Georges et on lavait avec du vin les pieds de son cheval. Alors, en effet, dans tout le vignoble bourbonnais, à Uriel, à Désertine, à Marvignol, etc., il y avait une importante procession qui était mi-religieuse, mi-profane à Saint-Georges, le jour de sa fête, le 23 avril. Et si la vigne était belle, on louait Saint-Georges et on lavait avec du vin les sabots et les jambes de son cheval. Par contre, ce que Malle ne dit pas, c'est que si la vigne avait été gâtée par le gel, on houspillait le sein, on le fouettait avec des orties et on ne lavait plus son cheval qu'avec de l'eau. Voilà. Ça, c'était une procession, cette procession à Saint-Georges, une procession parmi d'autres, parce que les processions étaient très importantes, au Bourbonnais comme ailleurs, en l'honneur des saints et aussi en l'honneur de la Vierge. Alors, à ma connaissance, Émile Malle ne fait référence qu'à une seule procession, une seule procession qui avait lieu en l'honneur de la Vierge, et encore très laconiquement, la procession de Notre-Dame de Banel. Alors, donc c'est dans son ouvrage sur la fin du paganisme en Gaule, au cours d'un chapitre où il dit que l'Église a préféré christianiser les lieux de culte païens plutôt que de les vouer au génie. Donc voilà ce qu'il écrit. Il est probable que plus d'une chapelle fut élevée pour faire oublier le culte d'un arbre déraciné, mais au cours des siècles, l'Église se montra plus tolérante. Elle garda le vieux chêne et le sanctifia par une statue de la Vierge placée entre ses branches. C'est ainsi que la Vierge du chêne de Banel, près de Ghana, a transformé en pèlerins de Notre-Dame des adorateurs des arbres. Voilà, c'est juste une allusion. En même temps, je soupçonne qu'Émile Malle a eu du plaisir à évoquer, alors qu'il aurait pu prendre plein d'autres exemples, une tradition de sa région à lui. Alors, je vous ai mis quelques images. Là, je pense que la majorité d'entre vous ont entendu parler de ce pèlerinage qui est extrêmement fameux en Bourbonnais, donc qui a vu le jour dans la paroisse d'Escurolles. Escurolles, c'est à 8 km de Ghana. Au début du XVIIe, après la découverte d'une statue de la Vierge dans les branches d'un ormeau. Et donc, une chapelle a été construite après cette découverte, qui a été rapidement beaucoup trop petite pour accueillir les dizaines de milliers de personnes qui s'y rendaient essentiellement dans la première quinzaine de septembre, et pour demander la guérison des maladies des yeux ou des jambes. Beaucoup d'entre eux auraient été exaucés, si l'on en croit en tout cas toutes les béquilles, qui ont été laissées sur place en ex voto.
Le pèlerinage qui avait été interrompu par la Révolution a été rétabli au début du XIXe siècle et aujourd'hui il perdure, c'est la photo que vous voyez là, même s'il ne rassemble plus que quelques cinquantaines ou centaines de fidèles, le week-end de septembre qui suit la fête de Notre-Dame des Douleurs. Voilà, là on voit dans le livre d'Augustin Bernard et Camille Gagnon sur le Bourbonnais des images plus anciennes là, de ce pèlerinage où vous voyez, si vous voyez bien, qu'il y a des béquilles, là, des prothèses, etc., qui sont accrochées à l'arbre en guise d'ex-voto. Voilà. Alors, autre exemple d'un rite païen qui a été christianisé par l'Église et qui tient à la fois de la tradition et du rite religieux, la célèbre fête de la Saint-Jean. Émile Malle y fait allusion quelquefois dans ses récits. Évidemment, la fête de la Saint-Jean, ce n'est pas spécifiquement bourbonnais, ni même français, puisque c'est une fête, un rituel qui était destiné au départ à la bénédiction des moissons et qui remonte au premier peuple civilisé avant même la naissance du Christ. Mais ensuite, il a été récupéré par les disciples du Christ une centaine d'années environ après après l'exécution du prophète Jean-Baptiste pour commémorer la nativité de Jean-Baptiste. Alors, au fil du temps, c'est devenu plus une fête populaire, une fête religieuse, fête qui a été chargée de multiples sens, favoriser les récoltes, éviter les maladies, encourager les mariages, etc. Et dans la plupart des paroisses, c'est une fête qui durait une journée au point culminant de l'été, avec une messe le matin, des grands feux le soir, suivi d'un bal avec énormément de variantes selon les régions, selon les pays, etc. Dans ses souvenirs d'enfance à Commentry, qui sont parus dans les cahiers bourbonnais en 1960, Émile Malle se souvient de la maison dans laquelle il est né, à l'extrémité de Commentry, la maison de la Bouige, et il parle du terrain vague alentour appelé Le Quéry, dans la langue du Bourbonnais, où l'on dansait les jours de fête et où le 24 juin, on sautait par-dessus les feux de la Saint-Jean. Voilà, tout en dégustant des beignets, comme pour la fête de Vendôme. Alors, il semble que ces grands feux étaient allumés la veille, à la tombée de la nuit, et aujourd'hui, on est tellement précautionneux, on a à peine le droit de faire un feu dans son jardin. Là, on n'avait pas toutes ces réserves, donc on laissait brûler les feux toute la nuit dans tout le Bourbonnais, et c'est une coutume qui s'est maintenue particulièrement dans les Combrailles. Il raconte aussi dans ses souvenirs qu'il a vu à Gana sous les platanes le jour de la Saint-Jean les valets de ferme, une fleur au chapeau, et les servantes, un bouquet au corsage, se louer au son de la vieille. Voilà. La Saint-Jean était, comme vous le savez sans doute, le jour de la louée des domestiques, au point que dans certains endroits, par exemple du côté de Chevagne, les domestiques, même s'ils étaient embauchés en milieu d'année, pouvaient librement reprendre leur liberté le jour de la Saint-Jean. Voilà, et Camille Gagnon, donc, qui a écrit ce fameux folklore bourbonnais en 4 tomes, décrit à propos de la Saint-Jean un rituel amusant. Le matin de la Saint-Jean, les couples projetant de se marier grimpaient assis sur la baleine. Donc la baleine, c'est un gros rocher dans la région de l'Arpie, s'asseyaient sur de légers fagots de bois et glissaient. Selon les circonstances heureuses ou malheureuses de la glissade, ils tiraient des pronostics sur l'union qu'ils envisageaient. Voilà. Et puis enfin, dans une préface à un ouvrage sur le Bourbonnais, le Bourbonnais 39, Émile Malle rappelle qu'on cueillait à l'aurore de la Saint-Jean les herbes couvertes de rosée qui guérissaient tous les maux. Alors voilà, plus spécifiquement, après, j'ai cherché dans Camille Gagnon, donc il explique que c'était des feuilles de noyer, qu'elles étaient utilisées comme dépuratifs, comme laxatifs, comme diurétiques, etc. Et encore une fois, Émile Malle se désole que ce soit plus d'actualité, donc quand il écrit en 1939, les hommes âgés d'aujourd'hui ont vu finir un monde. Peu à peu, les traditions millénaires qui donnaient tant de style aux paysans et lui conféraient parfois une sorte de grandeur sacerdotale se sont effacées. Elles ne renaîtront plus. Voilà, il y a toujours un petit peu, dès qu'il évoque ces traditions, cette nostalgie qui affleure. On sent qu'il a été quand même assez déstabilisé par les mutations profondes de la société qu'il a vues, parce qu'il est en plein dans cette génération entre la fin du 19e et le 20e siècle. Et voilà, il y a toujours cette nostalgie un peu sous sa plume dès qu'il évoque tous ces rites. Voilà, alors voilà pour les rites chrétiens, donc, qui sont évoqués dans l'œuvre d'Émile Malle.
Mais il y a aussi, donc, après les rites chrétiens, qui d'ailleurs n'étaient plus forcément tout à fait, pour certains d'entre eux, il évoque aussi un certain nombre de croyances proprement imaginaires, voire magiques. Ce sont tous ces êtres fantastiques auxquels les générations accordaient un certain crédit jusqu'au début du XIXe siècle. Alors, en ce qui concerne les fées et les fantômes, auxquels auraient cru les paysans bourbonnais, surtout ceux de la montagne bourbonnaise, je n'en ai trouvé qu'une seule trace. J'ai trouvé qu'une seule trace d'évocation dans les écrits d'Émile Malle. C'est dans son hommage à Achille Allier, à propos justement des habitants de la montagne bourbonnaise. Voilà ce qu'il écrit sur la montagne bourbonnaise: pays de cascades, de forêts, de mœurs antiques et de légendes. Les fées semblaient s'y être réfugiées. Ce sont elles qui avaient bâti l'église de Châtel-Montagne sans pouvoir l'achever. Ce sont elles qui desséchaient la prairie ou la faisaient reverdir à leur gré. Les cavernes pleines de trésors s'ouvraient pendant un instant, une fois par siècle. Des apparitions hantaient les châteaux en ruine. Histoires étranges que 30 ans après recueillit le docteur Noëlas. Le docteur Noëlas, donc c'est un historien local qui était médecin en Bourbonnais, et son livre est aussi là, a été sorti aussi par les bibliothécaires. Voilà, donc vous avez peut-être entendu parler de ça. Mon père me disait que certains paysans connaissaient encore cette légende qui opposa, cette histoire qui aurait opposé trois fées, trois fades, comme on disait en Bourbonnais, deux sœurs païennes, Plume d'Aigron et Reine des Bourses. Alors, autre sœur qui aurait été chrétienne, mais plus honnête, elle se disputait la mainmise sur cette portion de terre de la montagne bourbonnaise qui était tout imprégnée de paganisme encore dans les premières années de notre ère. Et la fée Mélusonnette fait surgir de terre l'église, et ce sont ses sœurs qui lui jettent un sort pour l'empêcher de mettre un point final à la construction de cette église. Donc on dit que dans le clocher aujourd'hui de l'église, il manquerait encore des pierres à cause de cette histoire. Bon, il semblerait que ce soit plutôt au moment de la Révolution qu'ils avaient entrepris de démolir l'église et d'enlever les pierres, tout ce que j'ai lu, mais la légende est bien antérieure en tout cas. Alors, voilà donc la seule évocation pour ce qui est vraiment des faits proprement dit qu'on trouve dans l'œuvre d'Émile Malle, c'est cette référence à l'église de Châtel-Montagne Et par contre, Malle est beaucoup plus prolixe sur tous les autres êtres fantastiques, plus ou moins malfaisants, qui étaient familiers aux paysans bourbonnais. Et pour lui, ce sont les veillés qui auraient été les vecteurs privilégiés de ces croyances toujours qui nous apparaissent aujourd'hui un peu saugrenues. Et Émile Malle parle souvent de ces veillées, les évoque souvent, toujours avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect. Voilà ce qui est écrit dans l'introduction de cette revue dont je vous parlais tout à l'heure, le Bourbonichon. Les veillées d'hiver avaient beaucoup de charme. On se réunissait autour du feu, tantôt dans une ferme, tantôt dans une autre. À ces réunions présidait toujours une vieille femme qui était la tradition vivante. Elle ne savait pas plus lire que ses auditeurs, mais sa mémoire était infaillible. Elle racontait chaque soir une nouvelle histoire qui faisait frémir de peur les enfants. C'était des cercueils entourés de sièges allumés qu'on rencontrait dans les carrefours. C'était dans le cimetière les feux follets qui erraient sur les tombes. C'étaient les meneurs de nuages qui étaient les maîtres de la pluie, et c'étaient les meneurs de loups. Ces loups ne retrouvaient leur forme humaine qu'en rentrant chez eux le matin, harassés de fatigue. Parfois, pendant les nuits d'hiver, on entendait passer dans le ciel la chasse gaillère. Des bruits de chaînes retentissaient et des voix criaient « Rends-moi mon âme ». C'était le passage des damnés qui erraient sans repos sous la conduite des démons. Alors, je vais reprendre toutes ces évocations. Donc, d'abord, les cercueils entourés de cierges allumés. Émile Malle fait aussi référence dans une longue et assez touchante description qu'il fait des veillées dans les souvenirs. Tantôt, un voyageur attardé rencontrait dans la forêt, à la croisée des chemins, un cercueil abandonné entre 4 cierges allumés. Ça ne peut pas être une rencontre très abondante. Les feux follets aussi, les évoque dans les souvenirs. Dans le Bourbonnais, on parlait des bouts de feu. Vous savez ce que c'est qu'un feu follet? Un feu follet, c'est une flamme un peu fugitive qui est produite par la combustion de certains gaz. Lorsqu'il y a des matières organiques en décomposition, donc on en trouve dans les cimetières, on en trouve dans les marécages, etc. Donc c'est un phénomène tout à fait scientifique, si on peut dire.
Mais à l'époque, évidemment, on ne le savait pas forcément. Donc voilà ce qu'écrit Émile Malle. Tantôt un prêtre traversant la nuit un cimetière voyait des feux follets sortir des tombes et s'attacher à ses pas. C'étaient des âmes qui lui demandaient des prières. La nuit, avec son silence et son immensité, était pleine de mystères. Les êtres et les choses ne semblaient plus obéir à la loi de Dieu, mais aux caprices du démon. Voilà, et puis pour la chasse gaillarde, c'est pareil, Émile Malle s'y attarde davantage dans ses souvenirs. Il se passait d'étranges choses dans le ciel. Vers minuit, on était parfois réveillé en sursaut par un grand coup de vent. À la rafale se mêlaient les clameurs d'une foule passant dans les airs avec un bruit terrible. On entendait des lamentations, des chaînes traînées, des voix criant « Rends-moi mon âme ». Puis le tumulte s'éloignait et se perdait dans la nuit. C'était la chasse gaillarde que toutes les vieilles gens du village avaient entendue au moins une fois dans leur vie. Alors toutes les vieilles gens du village, mais aussi leurs ancêtres à bien des générations, parce que cette chasse gaillarde, cette légende de hurlement nocturne qui serait attribuée à des revenants, remonte au Moyen-Âge et on la trouve dans d'autres régions que le Bourbonnais. On parle de la chasse-galerie en Vendée, on parle de la chasse gaillarde dans la Creuse, etc. Et puis pour les meneurs de loups, les meneurs de loups qui auraient été des loups-garous, c'est-à-dire des hommes pendant le jour qui se transforment en loups la nuit. Voilà ce qu'Émile Malle écrit dans ses souvenirs. Les meneurs de loups étaient des êtres redoutables, doués d'étranges pouvoirs. Ils assemblaient les nuages chargés de grêle et faisaient sortir les tempêtes des étangs. On les désignait alors sous le nom de meneurs de nuages. Émile Malle, quand il en parle dans son discours pour le centenaire d'Achille Labbé, les qualifie même de sorciers. Voilà, alors pour clore ce chapitre sur les êtres merveilleux, il faut encore parler du follet. Le merveilleux, remarque Émile Malle dans ses souvenirs, n'emplissait pas seulement le ciel, la forêt et la campagne nocturne, il était dans la maison. Dans l'écurie, on trouvait le matin la crinière du cheval tressée en natte. C'était un caprice du follet, le petit génie de l'État. Le follet, c'est un petit lutin malicieux. Alors follet, que le père et le grand-père d'Émile Malle auraient surpris une nuit, sur la route qu'il parcourait chaque semaine entre la mine de Doyet, où son père et son grand-père travaillaient, et la Brande, donc un quartier de Commentry. Sauf pendant les grands jours de l'été, mon père et mon grand-père suivaient cette route presque toujours la nuit. L'imagination pleine des contes de la veillée, il n'était peut-être pas toujours très rassuré. À mi-chemin, ils rencontraient une écurie isolée. Une nuit, au moment où ils passaient devant la porte, ils entendirent dans l'écurie un cri strident qui leur fit dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était, m'a dit mon père, ni le cri d'un homme, ni le cri d'un animal. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. C'était si étrange et si effrayant qu'après tant d'années, j'ai encore ce cri dans l'oreille. Ils pressèrent le pas et restèrent silencieux. Quand ils furent déjà loin, mon grand-père dit simplement « c'est le follet ». À partir de cette nuit, ils marchaient plus vite quand ils passaient devant l'écurie solitaire, mais jamais plus ils n'entendirent l'étrange cri. Voilà, et on voit très bien effectivement dans les souvenirs que le peuple auquel appartient toute la famille d'Émile Malle prend vraiment tous ces récits mythiques comme argent comptant. À la voix de la vieille conteuse, écrit Émile Malle, le monde entier s'animait, se peuplait d'êtres invisibles. Mon père, pendant ces récits, tremblait de peur, et la veillée finie osait à peine se glisser dans son lit. Mon grand-père Malle n'aimait pas qu'on parlât légèrement de ces merveilles, et je me suis aperçue plus d'une fois qu'il les tenait pour authentiques. Et c'est pour ça, parce qu'ils y croyaient dur comme fer, que toutes ces croyances ont donné lieu à des rites de protection. Donc, contre le follet, on aspergeait les étapes de bénite. Contre les êtres maléfiques, on lançait des coups de fusil, on faisait du vacarme. Pour se défendre de la chasse gaillarde, on accrochait à sa porte ou dans son intérieur une croix de buis bénie, etc. Voilà, il y a toute une série de rites de protection contre ces êtres un peu malfaisants, un peu magiques, qui peuplaient la vie des paysans. Et en même temps, je le répète, à aucun moment Émile Malle ne se montre ricaneur, dédaigneux, etc. Parce que c'est un homme qui est extrêmement, qui a une sensibilité très forte et puis en même temps qui est très enraciné. Donc pour lui, les traditions, c'est vraiment un trésor. Et il est très attaché, il vibre vraiment, c'est un homme qui vibre à l'évocation de tous ces récits fabuleux.
Et c'est pour ça qu'il a vanté dans ses pages sur le Bourbonnais, hein, pas du tout dans ses ouvrages sur l'art chrétien, c'est pour ça que c'est assez connu dans son œuvre, hein, puisque son œuvre elle est majoritairement consacrée à l'art chrétien. Et il a vanté tous les mérites de ce patrimoine populaire en voie de disparition. Je le cite, « Cette race des anciens pays bourbonnais, majestueux et poétique sans le savoir, s'est perpétuée presque jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais en perdant à chaque génération un peu de son originalité. Ces grands témoins d'un passé millénaire ont disparu aujourd'hui. En 30 ans, le monde a plus profondément changé qu'en 30 siècles. Les vieux costumes ne sont plus que dans les musées ethnographiques, les vieilles légendes dans les livres, et notamment dans le beau livre que monsieur le docteur Piquant publie en ce moment sur les légendes bourbonnaises, livre qui est là aussi, le livre de Georges Piquant. Bientôt, les vieux patois eux-mêmes ne seront plus que sur les disques du laboratoire de phonétique de la Sorbonne. » Voilà. Alors en même temps, Émile Magne n'est pas du tout un homme passéiste, je l'ai montré dans nos mémoires, qui fustigerait les temps modernes, la modernité, etc. Il a plutôt un tempérament qui porte à l'espérance, à la confiance, il est très optimiste, etc. Mais il déplore plutôt d'ailleurs dans sa correspondance ou dans ses écrits personnels, le manque de poésie du XXe siècle au regard de l'époque médiévale dont il s'est fait le chantre, ou bien du XIXe siècle, qui considère comme ce XXe siècle, il le considère comme plus terre à terre, beaucoup moins habité, voilà, que les temps anciens. Et en même temps, il n'est pas non plus du tout racorni, enfin c'est pas sur le passé, en considérant que le passé était mieux, etc. Mais voilà, il a cette espèce d'un petit peu de nostalgie par rapport à cette poésie, à ce grand courant de poésie dont il considère qu'il a été balayé avec l'industrialisation, la modernité, etc. Alors, je vais peut-être, avoir le temps, puisque ce sera assez rapide, de vous parler, de faire cette dernière partie sur les saints. J'avais décidé de sauter si j'avais pas le temps. Voilà, donc je vous ai parlé des rites religieux, les rites païens, les rites chrétiens qu'il évoquait dans son œuvre, et puis de toutes ces croyances magiques. Donc voilà, pour être exhaustif, par rapport à l'œuvre d'Émile Magne, il évoque aussi beaucoup toutes les légendes populaires qui se sont développées autour des saints locaux. Alors, il faut bien distinguer en même temps, et c'est pour ça que j'en ai fait une partie à part, ce qui tient du mythe et ce qui tient de l'histoire. C'est-à-dire que pour les croyants, il n'y a absolument rien d'incongru à croire que des saints, que des messagers de l'au-delà puissent faire des miracles. C'est même une des conditions requises par l'Église pour la béatification, une congrégation pour la cause des saints, qui ne déclare saint un homme que si on peut montrer qu'il y a eu deux miracles, s'il y a deux miracles à attester autour de sa vie ou après sa mort. Et donc là, on n'est pas dans la magie. Par contre, et en plus, c'est vrai que la France, c'est vraiment une terre d'élection pour les saints, d'abord parce que ils ont été très nombreux en France, mais aussi parce que jusqu'à la génération peut-être de mes grands-parents, les saints étaient vraiment familiers dans la vie des gens. C'était complètement intégré à la vie quotidienne. Mais évidemment, autour de la vie de ces saints et de tous les faits que l'histoire la plus rigoureuse et la plus authentique peut restituer, il y a beaucoup de fables qui se sont développées, beaucoup de fiction, et c'est là qu'on peut intégrer tous les pèlerinages autour des saints locaux dans une conférence sur les rites et les croyances magiques, avec tout ce qui se superpose à l'histoire. Voilà. Donc j'ai déjà évoqué, j'en ai évoqué quelques-uns avec Saint-Georges tout à l'heure, avec les feux de la Saint-Jean, mais là il s'agissait plus de tradition dans lequel le saint était invoqué, plutôt que de dévotion proprement dite à des saints, enfin des serviteurs de Dieu que l'Église a distingués. Évidemment, ces dévotions aux saints existaient en Bourbonnais comme ailleurs. Donc moi j'ai retenu 3 pèlerinages qui m'ont semblé particulièrement représentatifs de ce mariage entre le religieux et puis le superstitieux qui est au cœur de notre conférence d'aujourd'hui. Et puis ce sont les 3 qu'Émile Magne évoque. Donc d'abord il y a le pèlerinage à la fontaine Saint-Rémy. Alors là j'ai des images. Donc Émile Magne l'évoque dans son hommage à Achille Labier. Ah oui, ça c'est un menu. Alors c'est
peut-être inversé. Voilà. Donc, voilà ce que Milman écrit. Donc, il parle d'Achille Allier et il dit « Achille Allier aurait vivement senti le caractère de la région alors sauvage qui avoisine la Marche. Pays solitaire, sorte de Bretagne, où la fontaine Saint-Rémy, près de Saint-Sauvier, attirait à certains jours la foule des pèlerins. » Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette fontaine Saint-Rémy? Eh bien, Saint-Rémy, donc le célèbre évêque de Reims qui a baptisé Clovis, serait venu dans ce pays qui est à la limite de l'Allier et de la Creuse à la suite des armées de Clovis au début du VIe siècle pour chasser les Visigoths. Et à cette occasion-là, il aurait béni une source très ancienne qui était le culte de pratiques idolâtres celtes ou gallo-romaines, on ne sait pas très bien, avant d'y opérer des guérisons. Et donc, suite à cette bénédiction de fontaine, à ces miracles qu'il aurait fait, les habitants lui auraient alors élevé une chapelle qui s'appelait à ce moment-là Notre-Dame-des-Pierres. Et dans la foulée, un pèlerinage a pris naissance durant les premiers siècles de notre ère et jusqu'en 1828, date à laquelle l'Église l'a interdit, justement parce qu'il y avait beaucoup de pratiques un peu superstitieuses, mais il a perduré secrètement jusqu'en 1937. Et on venait boire l'eau de la fontaine, on venait s'y baigner, on venait y jeter une pièce pour soulager les infirmités, des rhumatismes, des maladies des yeux, des coliques, des paralysies, etc. La chapelle actuelle, donc là vous voyez l'image là, elle est dédiée à un ermite, un pieux ermite du nom de Jean qui serait venu s'installer dans la région, dans ce lieu sauvage et solitaire. Elle date du XVIIe siècle, mais elle a été construite sur les ruines de la précédente et encore de la précédente, etc. À chaque fois, il y avait une chapelle délabrée, on reconstruisait, et donc à l'endroit même de la chapelle Notre-Dame-des-Pierres qui avait été construite après les miracles de Saint-Rémy. Et donc, le site est encore aujourd'hui assez fréquenté, puisqu'il y a une messe qui est dite le dimanche qui suit le 24 juin, qui est suivie d'une bénédiction de la fontaine, après une interruption. Voilà, parce que justement, l'Église aujourd'hui a renoué avec des traditions ancestrales pour éviter que ça dégénère en culte plus ou moins magique. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, on voit la force. Alors, donc là, vous avez, vous voyez, dans les esquisses bourbonnaises d'Achille Allier, il y a une lithographie avec le pèlerinage à la fontaine de Saint-Rémy. Il y a des pages où il décrit toute l'atmosphère, à la fois très étrange, avec tous les boiteux, les paralytiques, etc., qui sont là, les lamentations, les plaintes, et puis en même temps toute la jeunesse bourbonnaise qui suit et qui s'amuse, et puis il y a des marchands, des commerçants, des marchands ambulants, des jeunes qui dansent. Enfin voilà, il y a des pages qui sont très vivantes dans Achille Allier, qui décrivent ce pèlerinage qui a été vraiment très très fréquenté à un moment donné. Et donc voilà ce que j'ai vu intéressant pour montrer combien cette foi populaire elle est ancrée dans la mentalité. J'ai lu c'est qu'aujourd'hui il y a donc encore bel et bien des fidèles de ce lieu. Donc j'ai lu un article dans La Montagne qui date du 20 juillet 2011 sur une ancienne factrice de 76 ans, une enfant du pays. Et elle parle de ce pèlerinage et elle dit que les guérisons ont été nombreuses. Je la cite, ça a même agi sur moi. J'avais un bouton qui devenait gros sur la joue et je commençais à m'inquiéter. Du coup, j'ai mis de cette eau dessus et le lendemain, ça avait disparu. Je me rappelle aussi avoir vu des béquilles et un corset abandonné devant la source. Et elle explique, l'eau ne gèle jamais, peu importe le temps, qu'il neige ou qu'il fasse chaud et soleil, sa température reste la même. Vous voyez qu'il y a encore aujourd'hui, c'est des gens qui s'inscrivent dans ces traditions-là, et puis voilà, pour qui c'est encore véritablement efficace. Je trouve que c'est intéressant de voir à quel point voilà, c'est profondément inscrit dans les mentalités. Donc voilà le pèlerinage Saint-Rémy. Je crois qu'il y a peut-être une autre photo. Ah bon, d'accord. Okay. Alors ensuite, il y a le pèlerinage de Saint-Menou. Alors, on ne trouve qu'une phrase dans les écrits d'Émile Malle où il évoque ce pèlerinage. C'est quand il fait un compte-rendu du livre de l'abbé Mauret qui s'appelle l'Histoire de Saint-Menou, qui est paru en 1907. Donc Émile Malle en fait un compte-rendu et il évoque la légende de Saint-Menou, antique témoignage des temps mérovingiens. Alors Saint-Menou, c'était un Irlandais de naissance, enfin Menou ou Menulf, qui était venu pour évangéliser l'Armorique. Il y a eu tout un courant comme ça
de chrétiens qui sont venus évangéliser le continent, qui sont venus d'Irlande. Et il aurait été évêque, peut-être même évêque à la suite de Saint Corentin. Ça, on ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il est décédé au 7e siècle à son retour d'un voyage à Rome, où il était allé honorer les reliques des premiers chrétiens, à Mailly-sur-Rose. Mailly-sur-Rose aujourd'hui est devenu Saint-Menehould, près de Moulins, donc pas très loin d'ici. Et donc il est mort à Saint-Menehould et sa dépouille aurait été transportée sur le site actuel de l'église abbatiale qui a été construite au XIe siècle à l'emplacement d'un édifice antérieur. Et donc on raconte que ce Saint Menehould qui aurait accompli beaucoup de miracles, qui se serait installé à Mailly-les-Roses à son retour de Rome parce qu'il n'avait plus la force d'aller plus loin et qui aurait fait là-bas beaucoup de miracles, qui aurait pratiqué la charité, qui aurait vécu une vie de jeûne, de mortification, etc., comme beaucoup de saints. Que son serviteur Blaise, qui était un simple d'esprit, donc en parler local on dit un bredin, aurait entrepris de percer un trou dans le flanc du sarcophage du Saint-Homme pour pouvoir continuer à l'honorer, pour pouvoir y passer la tête et l'honorer. Et donc la légende de Saint-Menehould dit qu'il en serait ressorti débrediné, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire que finalement il aurait retrouvé toutes ses capacités intellectuelles et que ce serait un ultime miracle du défunt. Donc depuis, le village de Saint-Menehould est devenu un lieu de pèlerinage et on passe encore, il est bon ton de passer encore la tête dans cette espèce d'ouverture, la fenestrella, dans ce sarcophage de grès là, qui est placé dans le cœur de l'église. Et on y conduit encore aujourd'hui parfois des enfants simples d'esprit pour qu'ils puissent glisser leur tête dans ce sarcophage avec l'espoir de récupérer toutes leurs facultés mentales. Alors après j'ai lu, mais ça je ne sais pas si c'est vraiment dans la légende ou si ça a été inventé ces derniers temps, qu'il ne fallait surtout pas toucher le cercueil, sinon on héritait de toute l'idiotie de ceux qui avaient placé là leur tête à bord. Mais ça je ne sais pas très bien, si quelqu'un a une information je veux bien, parce que moi je ne l'ai pas retrouvé en tout cas dans les récits de Camille Gagnon, etc. Donc je ne sais pas si c'est juste dans les guides touristiques pour amuser les pèlerins qu'on dit ça, ou si vraiment ça fait partie de la légende. Voilà, et puis je terminerai là-dessus, sur, on ne peut pas faire l'impasse quand on parle des mille mâles et de toutes ces croyances. Oui, donc là vous voyez où il y a encore Saint-Menehould. Oui, voilà. Oui, voilà, l'église de Saint-Menehould, qui est une très belle église d'ailleurs, en vaisseau renversé, et puis le vitrail, un vitrail du cœur sur lequel est représenté Saint-Menehould, en évêque, donc, venu. Et donc, voilà, Saint-Patrick. Voilà. Alors, quand on peut terminer là-dessus parce que Émile Malle a magnifiquement évoqué la figure de ce saint local, Saint Patrocle, dans un texte qui fait quand même une douzaine de pages, qui est paru en 1892 dans les Annales bourbonnaises. C'est un saint qui était vraiment cher à son cœur parce qu'il en parle à plusieurs reprises. Il en parle dans une évocation de Commentry qui fait en 1892. Il en parle dans son texte sur la région de Belnave et d'Ébreuil qui est de 1931. Il en parle dans son discours sur le centenaire d'Achille-Allier de 1936. Il en parle dans les souvenirs. Il en parle aussi dans un beau passage de l'art religieux du XIIe siècle en France, donc son deuxième tome de sa quadralogie, parce que le 13e est paru avant le 2e, qui date de 1922. Voilà ce qu'il écrit. Encore aujourd'hui, le peuple, qui sent instinctivement ce qu'il y a d'extraordinaire dans la sainteté, conserve la mémoire des saints. Là, on est à peine il y a 100 ans, 1922. Les paysans du Bourbonnais, qui ont oublié les noms des rois de France, connaissent encore Saint Patrocle et Saint Marien, qui vivaient du temps de Grégoire de Tours. Et nous aussi, le nom d'un saint inconnu nous intéresse, le lieu où il a vécu nous émeut. L'ermitage, la cellule, le monastère habité par le saint conservent quelque chose de religieux, comme chez les anciens ces lieux sacrés qu'avait touché le feu du ciel. Alors voilà, donc il retrace toute la vie dans cet article de ce vieux saint mérovingien. Il s'appuie sur Grégoire de Tours, qui a été son contemporain au VIe siècle. Et donc voilà, je vous rappelle juste avec Émile Malle, parce que je trouve qu'il y a je vous lirai des passages que je trouve souvent très beaux, les grandes étapes de la vie de ce saint. Donc Saint Patrocle, il est à la fin du 5e siècle dans une famille gallo-romaine, une famille assez pauvre.
Et comme il a des capacités intellectuelles qui sont tout de suite remarquées par ses maîtres, ça le conduit à Paris, à la cour royale. Mais les fils de Clovis s'entretuent à cette époque, et Patrocle est écœuré de ce qu'il voit, il décide de se retirer du monde. Il dit que tous les contemplateurs de ce temps, qui était un temps quand même très bousculé, fuyaient soit vers les cloîtres des cathédrales, soit vers les monastères, pour trouver la paix. Donc il fait un essai de vie communautaire à Bourges, et puis ensuite il passe quelques années comme maître d'école à Néris, mais il acquiert une telle renommée qu'il en est effrayé et qu'il décide d'aller vivre dans la solitude profonde des forêts. Donc il gagne les bois du côté les bois de la Seine, du côté de Commentry, et il élève une hutte de branchage où il connaît enfin midi et mi-mal la douceur de la contemplation et du silence. Et c'est ici que les faits historiques décrits par Grégoire de Tours et la légende s'entremêlent. Voici qu'écrit mi-mal. Grégoire de Tours nous donne peu d'informations sur cette vie solitaire, mais la tradition populaire est mieux informée. Les paysans de chez nous savent très bien que Saint Patrocle fut nourri pendant de longues années par une biche des bois. On montre encore l'endroit où cette douce bête fut tuée par un chasseur brutal. L'herbe y est restée rouge et l'eau des pluies y prend la couleur du sol. On va voir si c'est vrai. Un siècle après, si l'herbe est toujours rouge, je ne sais pas. Je suis allée voir les masques, on n'a pas vu l'herbe rouge. Le peuple veut que ce bon ermite ait aimé les animaux d'une affection particulière. Tout le monde sait à Colombier qu'on n'a jamais pu couvrir la source de Saint Patrocle parce que le saint a voulu que les chiens errants puissent venir y boire, et les bêtes malades s'y guérir. Voilà, donc là on raconte que Saint Patrocle s'affranchit des lois de la vie, qui dort jamais, qui se contente d'eau, de miel, qui guérit des énerves humaines, des possédés, etc. Mais évidemment, comme pour beaucoup de saints, sa réclusion ne suffit pas à lui assurer sa tranquillité parce que les gens viennent à lui. Et donc, à nouveau, il y a une telle popularité qu'il est un peu écrasé. Donc, il fonde un monastère pour ses disciples qui sont très nombreux à Colombier. Et après, il retourne au désert. Ses jours s'écoulaient tous pareil. Il priait, lisait et parfois écrivait. Même si aucun de ses écrits n'est parvenu jusqu'à nous. Alors, il serait mort en 576, après avoir exprimé le désir d'être enterré auprès de ses moines du Colombier. Mais la tradition populaire raconte que le peuple de Néris, donc il avait été instituteur à Néris, serait venu disputer à celui de Colombier les reliques du saint, comme ça on faisait beaucoup à l'époque, parce qu'au Moyen-Âge, les reliques ont une importance considérable. Donc, on allait en venir aux mains quand il fut résolu qu'il s'en remettrait à la volonté de Dieu. Il fut décidé qu'on mettrait le mort sur un char attelé de 2 jeunes taureaux et qu'on les laisserait aller où ils voudraient. Et les taureaux seraient allés tout droit au monastère de Colombier. Et on voit encore, dit-on, près du cimetière, la trace profonde qu'ils laissèrent en s'arrêtant. Voilà, et à partir de là, donc, il y a eu d'innombrables pèlerins qui se sont rendus sur le tombeau de Saint Patrocle. D'après Grégoire de Tours, beaucoup d'entre eux auraient été guéris. Et ce pèlerinage, donc, qui date quand même des temps mérovingiens, aurait duré jusqu'à la Révolution. On venait du Bourbonnais, on venait de la Marche, on venait du Limousin, on venait de l'Auvergne, soit le 9 octobre, qui était la date de la translation des reliques du saint au IXe siècle, soit le 19 novembre, la date de sa mort. Et les gens étaient tellement nombreux qu'on campait en plein air. Et ensuite, les Bourbonnais, après la Révolution, ont continué à vénérer les reliques du saint. Elles sont dans une chasse de plomb dans l'église d'aujourd'hui, l'église du XIIIe siècle. Et puis à se rendre à la fontaine, quelques centaines de mètres de l'église. Il y aurait eu, avant Patrocle, une source païenne, et oubliée jusqu'à ce qu'on en retrouve la trace, jusqu'à ce que Patrocle en retrouve la trace, parce qu'il cherchait de l'eau pour bâtir son monastère. Il aurait lancé un marteau en l'air et il aurait retrouvé la source païenne. Donc aujourd'hui, il y a des vasques de granit, qu'on voit encore là, 4 vasques, et l'eau, donc les pèlerins venaient et cette eau avait le pouvoir, disait-on, de guérir surtout les maladies de la peau, l'eczéma, les corées, mais aussi la stérilité. Puis après, on a dit que ça favorisait le mariage des jeunes filles. Voilà, donc là, j'ai trouvé plusieurs traditions qui sont évoquées. Soit il fallait mettre à 2 reprises son pied dans l'eau de la fontaine, lancer de la monnaie, enfin, veiller ses genoux 8 fois de suite pour trouver un mari, etc. Enfin, voilà, il y a pas mal de traditions. Voilà. Alors, dans le texte d'Emile sur Commentry, voilà, il raconte tout ce pèlerinage et on a l'impression de cheminer un peu avec les pèlerins parce qu'il a une puissance d'évocation assez forte. Voilà ce qu'il écrit. Ce fut jadis une voie sacrée, on l'appelle encore la route des pèlerins. Ces pauvres gens arrivaient de bien loin avec la gourde et le bourdon, harassés de fatigue mais confiants dans la bonté du vieux saint mérovingien, dont la renommée s'étendait par-delà les montagnes.
Ils venaient prier pour leurs malades, pour leurs champs, pour leurs troupeaux. Ils voulaient se laver de tous leurs péchés dans la sainte fontaine et repartir aussi purs que le jour de leur baptême. C'est au sortir du petit bourg, à l'endroit où se voit une croix, pas compris, à la bifurcation des chemins, qu'ils apercevaient soudain au-dessus des arbres le clocher de Colombier. Tous s'arrêtaient, se mettaient à genoux et faisaient une prière avant d'oser continuer sa route. Alors, et donc, quand Mal écrit, il dit « Aujourd'hui encore, après 1300 ans, il n'est pas un seul paysan, depuis la Selle jusqu'à Néris, qui ne sache parfaitement l'histoire du berger Patrocle. On parle de ces miraculeuses funérailles comme d'un événement récent. Saint Patrocle est un petit gars du pays qui est devenu un grand saint. C'est pour cela qu'il est si populaire. On baptise encore de son nom les nouveau-nés. » Je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore beaucoup de Patrocle. Mais en tout cas, à l'époque des Minimal, il semble que oui. Voilà, et il conclut par ces lignes qui pour lui, en parlant à la fois de Saint Patrocle et puis de tous ses disciples, voilà comment Émile Malle conclut ce très beau texte sur Saint Patrocle. Pour réaliser en ce monde la perfection qu'ils entrevoyaient dans l'Évangile, ils abandonnèrent tout et se mirent à chercher Dieu avec l'aide de la nature, en collaboration avec les forêts. Ils sont de très beaux exemplaires de notre vieille race qui ne crut qu'à la puissance de l'âme. Voilà. Donc après, on aurait pu évoquer encore, Émile Malle fait allusion, c'est vraiment des allusions, on aurait pu évoquer un certain nombre de légendes ou de dévotions connues, donc il fait allusion à Saint Gilbert, il fait allusion à Saint Marien, je l'ai vu tout à l'heure dans le texte sur Saint Patrocle, il fait allusion à Saint Pourçain, aussi au culte qui s'est développé autour de la Vierge en Bourbonnaire et toutes les imitations de la Vierge Noire de Clermont-Ferrand. Voilà, mais en même temps, c'est vraiment des toutes petites allusions, et puis bon, voilà, pour moi, il faut bien conclure. Et donc, je trouve que ce passage sur notre vieille race qui ne crut que la puissance de l'âme est une belle conclusion, à la fois parce que ça reflète vraiment l'état d'esprit d'Émile Malle, et puis en même temps, voilà, pour clore une réflexion sur les croyances magiques et populaires, je trouve que c'est une belle conclusion, la puissance de l'âme. Voilà. Je vous remercie.